bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci aussi à ceux qui nous suivent en live. Et merci surtout à Monsieur Bancel d'avoir accepté notre invitation. Je vais juste laisser Monsieur Soubeyran pour un petit mot d'introduction. Oui, merci. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, c'est toujours un plaisir d'introduire les conférences organisées par Symposium parce que c'est toujours des personnalités de haut niveau, des personnalités qui ont beaucoup de choses à dire et qui en plus parlent souvent de façon très libre devant le public des promotions de l'école. Alors en général, c'est des personnalités, enfin c'est souvent des personnalités du monde politique. On avait eu l'année dernière le président Hollande, le premier ministre Cazeneuve, on avait Albert de Monaco, je me souviens, et puis des personnalités du monde des affaires aussi. On avait eu du monde des affaires, du monde de l'entrepreneuriat qui a réussi. Souvent, on avait eu Alexis Lecoq, un ancien, on avait eu Gwen Shotwell de SpaceX. Mais là, je suis doublement heureux d'introduire Stéphane Bancel. Je suis heureux d'abord parce que le domaine de la santé, c'est un domaine que je veux vraiment développer à l'école, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire entre l'ingénierie et la santé, et que notre intégration dans l'université Paris-Saclay va nous aider dans ce domaine en nous rapprochant de la faculté de la Graduate School santé, médecine, pharmacie. Et puis ensuite, je suis extrêmement heureux et flatté d'introduire Stéphane Bancel, parce qu'évidemment, c'est une très belle réussite. Il est PDG, c'est marqué sur la slide d'introduction de Moderna Therapeutics, un ancien de Central Paris, donc diplômé également d'un master de l'Université du Minnesota, d'un MBA de Harvard. Et en plus, Moderna Therapeutics, donc start-up de la biotech américaine, lancée en 2010, et qui, en 10 ans, finalement, devient une entreprise mondialement connue, à la pointe de la recherche sur le vaccin du Covid, qu'il a mis en lumière, et qui fait que, enfin, je pense qu'on peut être d'autant plus reconnaissant à Stéphane Bancel de nous consacrer un moment qu'on devine que son agenda doit être assez épouvantablement chargé. Mais donc, je pense que c'est vraiment une très très belle opportunité pour la promotion de bénéficier de cet éclairage et de ces conseils de quelqu'un qui a réussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans un contexte américain. Et je pense que ça serait intéressant aussi d'avoir une comparaison entre le modèle français et le modèle américain. Donc, un très grand merci à Stéphane Bancel. Et puis, je ne serai pas plus long parce que c'est lui qui doit nous parler ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Soubeyran. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là physiquement, ça sera pour une prochaine fois. Je m'excuse par avance de mon franc-anglais parce que ça fait 25 ans que je travaille, mais j'ai travaillé uniquement 2 ans en France. Donc, si j'ai quelques mots en anglais au milieu, excusez-moi. Donc, je suis rentré à Centrale en 92. J'avais, comme beaucoup d'entre vous, 20 ans. Et il y a 3 thèmes qui m'intéressaient en rentrant à Centrale, qui m'étaient chers. Un, c'est le thème de l'entreprise. J'ai toujours été séduit par le monde de l'entreprise et ce que des femmes et des hommes peuvent faire ensemble pour améliorer les choses, pour créer des produits. J'étais toujours très intéressé par l'international et très séduit par l'international. Et le 3e volet, c'était la science, la technologie. Et à l'époque, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'informatique. Je fais partie de cette génération qui est grandie avec des Apple et des ordinateurs à coder d'abord en BASIC, en Fortran, en C, etc. Et puis la biologie. Donc, avec le recul, il y a 2 choses qui ont été assez extraordinaires, où j'ai eu beaucoup de chance à Centrale, qui ont été déterminantes dans ma vie et dans ce qu'elle est devenue. C'est la possibilité d'apprendre le japonais, parce qu'il peut se reprendre à Centrale. Mais donc, je me suis mis au japonais à Centrale, que j'ai adoré, qui m'a permis de faire un stage d'été au Japon, l'été 94, qui m'a permis d'ailleurs de décrocher un VIE au Japon. Ensuite, l'autre chose à Centrale qui a transformé ma vie, c'est la possibilité d'aller faire ma 3e année aux US. Donc à l'époque, je ne sais pas comment est l'école aujourd'hui, mais à l'époque, c'était hyper libre. Si vous trouvez un département d'une bonne université, vous vous démerdiez tout seul, faire le dossier à être admis. Mais l'école était super pour, en fait, assez rapidement et sans trop de difficultés, de reconnaître donc le master américain pour finaliser en fait l'équivalent de la 3e année de l'école. Donc je suis allé dans le Minnesota parce que c'est là qu'ils avaient le meilleur programme aux US en génie chimique, et j'ai pris l'option biologique qui m'a beaucoup en fait aidé, on en parlera tout à l'heure, en fait pour percevoir quand j'ai entendu parler de Moderna alors qu'il y avait qu'un seul employé dans la société,
que si la technologie Moderna, on était capable de la faire fonctionner, elle allait pouvoir changer le monde et créer une nouvelle catégorie de médicaments. Et c'est cette année-là, à Minnesota, qui m'a permis en fait de voir ça 20 ans plus tard. Donc la vie est un peu rigolote. Donc, je pars de Centrale 95, je pars au Japon faire un VIE de 95 à 98 chez Biomérieux. Je démarre un VIE et je reste derrière en expat. Et j'ai la chance de pouvoir démarrer une activité sur le Japon d'abord. Et comme les choses se passent assez bien, on me donne la liberté de démarrer ça sur le reste de l'Asie-Pacifique. Donc, j'ai continué à gérer l'équipe japonaise en embauchant un patron du Japon. Et puis, j'ai démarré l'Australie, la Corée, la Chine. À l'époque, c'était Hong Kong, parce que la Chine, c'était pas la Chine d'aujourd'hui. Et puis après, Shanghai et Pékin. Après avoir fait donc des opérations commerciales sans aucune formation pendant 3 ans, alors moi, je vendais des machines qui avaient de l'électronique, de l'informatique et de la biologie dessus. Je me suis dit, ce serait peut-être pas mal d'aller se faire un petit peu former en business. Et donc, je rentre à Harvard Business School. Je sors d'Harvard Business School en mai 2000. Alors, vous êtes tous trop jeunes pour vous en souvenir, mais vous avez sans doute lu dans les journaux ou dans les livres d'histoire qu'en mars 2000, le Nasdaq est arrivé à son top. Et les années 98, 99, 2000, au niveau de tout ce qui était .com à l'époque, c'était un peu la folie, c'était un peu ambiance Las Vegas. On avait des collègues de promo qui littéralement arrêtaient leur MBA au milieu pour démarrer des startups. J'ai des collègues qui ont arrêté pour se faire embaucher, avoir fini leur diplôme et qui littéralement 2 mois après, leur boîte faisait racheter et ils ont profité de 3-4 millions de dollars. Donc, vous étiez à finir votre diplôme, vous étiez, je fais peut-être pas la bonne chose. Et malgré cette période un peu bizarre, entre parenthèses, de cette époque .com, moi, en fait, ça m'a confirmé que je voulais rester dans la biologie, parce que toute la classe d'Harvard Business School voulait aller en biotech, en .com. Donc, je me suis dit, c'est bien de rester à faire des choses que tu aimes et des choses différentes. Donc, j'ai décidé de rester en biologie. Et au lieu d'être une petite société, j'ai décidé de faire totalement l'inverse, d'aller dans une grosse société. Je suis allé donc dans le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly. J'ai démarré dans une usine. Comme j'avais fait du commercial après être ingénieur, je me suis dit continuer à faire des choses un peu différemment. Après avoir fait donc 2 ans de business school, je suis allé en production à l'usine de Lilly en Angleterre. Ensuite, je suis allé aux US. Et ensuite, ils m'ont donné la gestion de la filiale belge, où j'étais patron de filiale à gérer tous les produits, lancer les produits, etc. Et on venait de me proposer de prendre la direction du Japon quand Alain Mérieux, qui était à l'époque le président du conseil d'administration de Biomérieux, qu'il a fondé 40 ans plus tôt, m'a demandé si j'étais intéressé par rejoindre Biomérieux une seconde fois pour devenir le directeur général. Alors à l'époque, j'avais 33 ans. Donc, je me suis posé beaucoup de questions si c'est une bonne idée de devenir directeur général à 33 ans. Et puis, j'ai fini par dire oui, donc partir sur l'aventure Biomérieux. Donc, démarrer en juillet 2006, pendant 5 ans, 2 ans basé de Lyon, à courir le monde, parce que Biomérieux, à l'époque, c'était déjà 40 pays, avec des équipes dans 40 pays commerciales et puis des centres de recherche et de production d'à peu près 10 pays pour chaque activité. Et ensuite, donc, on a acheté 10 sociétés pendant les 5 ans où j'étais directeur général de Biomérieux. Et j'ai donc vu peut-être 30 ou 40 sociétés et on a acheté les 10 qui étaient les plus intéressantes. Et avec ce processus, en fait, j'ai rencontré tous les venture capitalistes américains dans la santé. Et ils m'aimaient bien parce que j'avais un chéquier, on achetait des sociétés. Et eux, ils étaient prêts à vendre des sociétés. Donc, généralement, on me recevait assez facilement. Et ils ont commencé à me proposer, en fait, de devenir directeur général de leur société dans leur portefeuille. Et c'était toutes des sociétés avec une molécule. Donc, comme je ne suis pas très parieur, devenir directeur général d'une boîte avec une molécule, ça ne m'intéressait jamais. Et un jour, donc, le concept de Moderna m'est présenté. Ma réaction initiale, c'était un soir de février 2011, sous la neige à Boston. Ma réaction initiale, c'est de dire « vous êtes fous furieux, ça ne marchera jamais ». Ils voulaient utiliser en fait de l'ARN messager pour injecter dans le corps humain pour que votre corps fabrique lui-même les médicaments, au lieu que ça soit fabriqué dans un réacteur d'une usine quelque part, avec les technologies du génie chimique que donc j'avais apprises étant au Minnesota pour mon master. Et donc j'allais leur dire « bon, vous êtes sympa, vous faites ça sans moi, ça ne marchera jamais votre truc ».
Et le patron de Flagship, donc le venture capitaliste derrière Moderna, qui est un ingénieur du MIT, génie chimique aussi, qui est libanais, qui est très charmeur, et il me dit toi, tu es un mec des grosses boîtes, vous disiez toujours tout à l'innovation, etc. Il me dit en anglais, what if this could work? Donc, qu'est-ce qui se passe si ce truc marche? Et c'est là qu'il m'a totalement retourné comme une crêpe. Au lieu d'essayer de me convaincre que ça allait marcher, il m'a laissé moi-même faire le raisonnement. Je lui ai dit, si ça marche, on va pouvoir faire des médicaments qui sont infaisables avec l'industrie traditionnelle chimique ou avec la technologie de la biotech depuis 50 ans. Comme l'ARN messager, c'est écrit avec 4 lettres, comme tout le matériel génétique. Si une molécule marche et est approuvée, il y en aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de médicaments qui suivront. Il suffit de changer l'ordre des bases, parce que tout le génome humain a été séquencé. Et je lui ai dit, si on investit en informatique, en robotique, depuis le démarrage, en processus industriel, on va pouvoir aller très très vite. Parce que j'avais appris à Lilly, c'est que pour chaque molécule, il faut inventer l'outil industriel. Alors que là, c'est toujours la même chose, il faut juste changer l'ordre des bases sur le message. Et comme je n'avais pas fait des opérations industrielles depuis un certain nombre d'années, je lui ai demandé comment on fait de l'ARN messager déjà. Et il me dit, en tant qu'ingénieur génie chimique, ça va te régaler, c'est 100 cellules dans de la flotte. Et donc je lui ai dit, ça va être hyper bon marché. Il me dit, ouais. Et donc je lui ai dit, qu'est-ce que je suis en train de manquer là? Si ce truc qui a l'air impossible marche, on va pouvoir faire des médicaments que personne d'autre peut faire. On pourra en faire des dizaines, ils auront une plus grande probabilité d'être approuvés. Ils iront plus vite en recherche dans les labos et plus vite en clinique, et ça sera bon marché. Il me dit, ouais. Je lui dis, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. Et donc, je passe une semaine ou deux à réfléchir, à parler. L'avantage de Boston, c'est qu'il y a plein de gens en biologie qui ne sont pas mauvais. Donc, je rencontre 2 prix Nobel de médecine que je connaissais pour aller un peu prendre leur avis. Et tous les gens qui étaient bons en biologie me disaient tous, ça a l'air un peu fou, mais ce n'est pas impossible, vu ce qu'on sait aujourd'hui du système immunitaire humain, que ça marche. Et donc, après, on va parler un petit peu avec ma femme quand même. Je décide donc de démissionner de Biomérieux, ce qu'on a annoncé à l'annonce des résultats du second trimestre 2011. Et 3 jours après, de démarrer donc chez Flagship. Il y avait un employé, on n'avait rien. On avait à l'époque $2 millions, ce qui nous donnait 6 mois de cash, et puis on a démarré la société. Donc, Moderna s'est développé assez rapidement. Les 2 premières années ont été très dures, il n'y a pratiquement rien qui marchait. Je rentrais une fois sur 2 à la maison en disant qu'est-ce que j'ai fait, ça ne marchera jamais. Et puis on a persévéré et on a eu une grande transformation dans la société. C'est un jour on a réussi à signer un accord avec le groupe anglais AstraZeneca de pharma, où en fait on a récupéré $240 millions comme à la signature du contrat, contre l'échange de 40 molécules. Et donc notre théorie avec mon équipe, c'est de dire où on a raison et ça va marcher. Il y en aura tellement de médicaments qu'il peut en avoir 40, c'est pas grave, ou ça marche pas, mais au moins on aurait essayé, on aurait eu les moyens financiers de pouvoir faire la science correctement. Et donc ça a été un point d'inflexion énorme dans l'histoire de la société. On a maintenant 23 produits en développement, on a peut-être, 50 ou 60 produits en recherche dans les labos. On a des accords avec MSD, donc le laboratoire américain de vaccins et le leader en oncologie, AstraZeneca en Angleterre. On a des produits injectés dans le cœur d'êtres humains après crise cardiaque pour faire des nouveaux vaisseaux sanguins en médecine régénérative. On a donc des vaccins, on en reparlera, j'en suis sûr. On a des produits en cancer. On a des produits sur les maladies rares. On vient de démarrer les maladies auto-immunitaires. Donc, vous voyez que comme on touche vraiment l'aspect fondamental des cellules et de la biologie humaine, à terme, on pense pouvoir amener l'ARN messager dans pratiquement toutes les cellules du corps, mais je pense que ça, c'est une horizon de 10-20 ans. Donc voilà pour la société. On a, je pense pour la société, une des raisons qu'on a réussi, c'est qu'on a été totalement obsédé à réduire 4 risques. Parce que ce qui était clair, comme je vous ai dit, c'est que si on était capable de faire marcher cette technologie pour faire des médicaments, la boîte serait énorme. Parce qu'encore une fois, l'ARN messager est une molécule d'information, donc si un marcherait, beaucoup marcheraient. Et donc, on s'est dit, si la boîte devient énorme, qu'est-ce qui peut nous faire échouer sur le chemin?
On a toujours travaillé comme ça à Moderna. C'est imaginer une boîte qui marche très bien dans 10 ans et dire, OK, let's play the movie backward. Essayons d'imaginer l'histoire à l'envers pour dire qu'est-ce qui nous aurait fait échouer. Et après beaucoup de discussions avec les équipes, le conseil d'administration, on a décidé en fait qu'il y avait 4 choses qui pouvaient dérailler la société et la tuer. La première, c'était les risques technologiques. Bien sûr, c'était une nouvelle technologie, donc effectivement, il y a plein de choses qu'on ne savait pas, donc il y avait énormément de risques technologiques. La seconde, c'est les risques biologiques. C'est qu'il y a plein de maladies qu'on comprend encore aujourd'hui pas très bien. Et donc, si vous faites une hypothèse qui est incorrecte sur la biologie que vous codez dans la technologie, évidemment, la molécule ne va pas marcher dans le corps humain quand vous la donnez à une personne qui a cette maladie-là. Le troisième risque qui existe dans toutes les sociétés du monde, c'est un risque d'exécution. Et le quatrième risque qui existe dans toutes les startups du monde, c'est un risque de financement. C'est-à-dire qu'à l'inverse de Lily ou Biomérieux, où pratiquement tous les soirs, j'allais me coucher avec plus d'argent à la banque que le matin en me levant, à Moderna, c'était l'inverse, ce qui était un peu stressant, c'est que tous les soirs, j'allais me coucher avec moins d'argent que le matin à la banque, et je pouvais calculer en faisant une petite règle de 3 facilement, le jour où on allait être en faillite. Ce qui est toujours hyper motivant quand vous allez vous coucher le soir après une journée où rien n'a marché dans les labos. Donc ça, c'était l'histoire Moderna. On est rentré en bourse très tard. Si c'est une question qui intéresse le groupe, je peux en parler. On est rentré en bourse en décembre 2018, quand les marchés étaient en train de se casser la gueule, parce que vous ne savez jamais ce que les marchés vont faire dans 15 jours ou 3 semaines. Et donc, on les a chopés exactement au mauvais moment. On a quand même réussi à faire la plus grosse entrée en bourse de l'histoire de la biotech, en levant 650 millions de dollars d'argent frais pour investir dans la société. Et donc, cette année, effectivement, a été une année aujourd'hui, 2020, extraordinaire pour nous, à tous les niveaux. C'est que j'ai appris début janvier, j'étais dans le sud de la France en lisant un matin le Wall Street Journal. J'apprends qu'il y a un nouvel agent pathogène en Chine, ça devait être le 2 ou 3 janvier, un nouvel agent pathogène en Chine qui crée des symptômes qui ressemblent à des pneumonies. J'envoie un email tout de suite au patron du NIH, Tony Fauci, et ses équipes que vous connaissez peut-être, leur disant c'est quoi ce truc, est-ce que c'est une bactérie ou un virus? Il me dit on ne sait pas encore. 2 jours après, il m'envoie un email et me dit c'est un virus, c'est pas une bactérie, mais c'est pas une grippe. Tout le monde s'attendait à ce que la prochaine pandémie ou la prochaine gros virus émergent soit une mutation de grippe, et c'était pas une grippe. Un jour après, il m'envoie un email, il me dit c'est un corona, mais c'est pas SARS, c'est pas MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, c'est un nouveau virus qu'on n'a jamais identifié avant. Et il me dit d'ici un jour ou deux, on va avoir la séquence génétique mise sur Internet. Et donc, le 11 janvier, la séquence génétique a été mise sur Internet. Le 13 janvier, en 48 heures, nos équipes avaient fini de designer le vaccin. C'est-à-dire que tous les choix technologiques et scientifiques du vaccin étaient terminés en 48 heures, sans avoir accès au virus, tout in silico, donc tout sur ordinateur. Et ensuite, les équipes ont appuyé sur le bouton « Commander » et littéralement, le signal est parti à notre usine qui est à 10 km au sud de Boston. Nos équipes ont commencé une course contre la montre incroyable. En 42 jours, ils avaient fini de faire un vaccin qui était testé, prêt à injecter dans des êtres humains pour des études cliniques. Le 16 mars, on a démarré à doser avec l'accord de la FDA, bien sûr, les premiers participants de l'étude clinique. On a été le premier groupe en Occident à démarrer une étude clinique. Et on a démarré donc ensuite la phase 2 au printemps sur 600 personnes. On a travaillé sur plein de projets industriels parce que on a réalisé, en fait, fin janvier, j'ai réalisé que ça allait devenir une pandémie. J'avais accès via des spécialistes en infectiologie aux données en temps réel arrivant de Chine en termes de nombre de cas d'infection, de morts. Et comme vous faisiez les calculs assez simples donc vous avez sans doute vu maintenant tous le R0, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais le R0 en anglais, le taux de transmission de personne à personne qui était très élevé, le taux de mort et le fait que Wuhan était une ville de plusieurs millions de personnes. La Chine a bloqué fin janvier tout Wuhan, comme vous vous souvenez. Et j'ai pris un moment, j'ai sorti mon iPad, je ne savais plus où était Wuhan, j'ai sorti mon iPad sur Google Maps, je regarde Wuhan, et ensuite je vais sur Google, je google les vols de Wuhan. Et je réalise qu'il y a des vols dans toutes les capitales du monde. Et je dis à mes équipes, c'est fini, c'est une pandémie. On part sur un scénario grippe espagnole de 2018-2019. Le virus est déjà partout. C'est un virus sur lequel le corps humain n'a jamais été infecté. Donc, il va se propager à très grande vitesse, que tout le monde est naïf à ce virus.
Et donc, il faut se préparer à une pandémie. Donc là, on a commencé à mettre un outil industriel pour pouvoir faire jusqu'à 1 milliard de doses et à courir contre la montre, contre le virus. Donc la phase 3, pour 30 000 personnes, a démarré le 27 juillet. Et on devrait avoir en novembre les données d'efficacité du vaccin. Et donc, il est possible encore que le vaccin soit donc potentiellement approuvé d'ici Noël. Donc voilà un petit peu un résumé de mon parcours et de Moderna et du vaccin. Et je serais ravi de prendre des questions ou du groupe. Je vous rends la parole à Paris. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications, Monsieur Bancel, sur votre parcours, sur Moderna et sur la course contre le vaccin. Alors, donc juste quelques explications pour le public. Donc aujourd'hui, c'est une conférence au format inédit puisqu'on est à distance. Et on a vraiment envie de laisser la parole au public, donc on va poser quelques questions qu'on a préparées. Mais l'idée, c'est de vous laisser vraiment poser un maximum de questions. Donc aujourd'hui, le public est double, il y a vous dans le théâtre. Donc pour poser une question, juste vous vous manifesterez et les staffeurs Simpo vous passeront le micro. On va vous demander de bien garder le masque pour quand vous posez vos questions. Et ensuite, il y a également un public des téléspectateurs puisque la conférence est rediffusée en live et ils peuvent poser leurs questions via un Google Form. Le lien a été donné aux personnes intéressées. Et Pauline se chargera de retransmettre les questions posées en ligne. Donc voilà, commencez déjà à réfléchir à vos questions et à vous manifester si vous en avez. Donc voilà, et merci encore à Monsieur Bancel pour l'invitation et pour le discours. Alors je voulais vous poser d'abord, Monsieur Bancel, une petite question. Vous avez parlé un peu d'ARN messager et donc que c'est une technologie innovante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer en quoi le fait d'utiliser l'ARN messager est innovant par rapport au vaccin traditionnel? Oui, alors déjà, il faut m'appeler Stéphane, parce que M. Bancel, ça me lie vraiment beaucoup. Et me tutoyer, parce que c'est une tradition centralienne qui est importante. Donc, les premières technologies de vaccin donc inventées à l'époque par M. Pasteur, il y a très longtemps, c'était de donner une petite quantité du virus donc à une personne saine, avec l'idée donc d'éduquer son système immunitaire pour qu'il fasse des anticorps, de façon à ce que si plus tard il ait une infection naturelle, le corps soit déjà préparé. Il faut en fait 2 à 3 semaines pour que le système immunitaire de quelqu'un qui est en bonne santé fasse des anticorps de qualité et assez d'anticorps en termes de quantité pour protéger de la plupart des infections. Donc, c'est un peu l'idée de la vaccination initialement. Donc, l'industrie pharmaceutique a commencé en faisant comme ça, ce qu'on appelle des live attenuated vaccines. Donc, c'est des vaccins qui ont des petites quantités de virus. S'il y en a d'entre vous qui sont allés en Afrique ou au Brésil et qui ont pris un vaccin contre la fièvre jaune, comme j'ai eu la chance de recevoir un jour, vous avez en fait reçu un petit peu du virus de la fièvre jaune. C'est pour ça que certains passent 2-3 jours pas hyper sympas, parce que même atténué, il est encore costaud, la fièvre jaune. Mais c'est mieux que choper vraiment la fièvre jaune. Ensuite, avec l'essor des technologies, donc des recombinants, donc toute l'industrie de la biotech, donc de faire dans des réacteurs via initialement des cellules d'Escherichia coli, depuis des chocelles, de faire des protéines en recombinant. En fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait une protéine du virus qu'on vous injecte. Votre système immunitaire voit ce truc qui balade dans votre sang. C'est pas une protéine humaine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un anticorps contre cette protéine-là, ce qui permet plus tard, même idée, si vous avez une infection, bien, votre système immunitaire est déjà préparé. Donc, vous serez ou pas malade ou vous serez moins malade selon la qualité de l'anticorps, la qualité du vaccin, que si vous n'aviez pas été protégé. Alors là, avec l'ARN messager, l'idée, c'est quoi? C'est que dans le message de l'ARN messager, ce qu'on code, c'est une des protéines du virus. On vous l'injecte en intramusculaire comme un vaccin traditionnel, et vos cellules humaines, de par la technologie qu'on a développée, vont lire le message dans les ribosomes de vos cellules et vont fabriquer la protéine qu'on a designée sans réfléchir, parce qu'un ribosome, ça ne réfléchit pas. Ça lit 3 nucléotides et ça met un aminoacide, et ça lit 3 nucléotides et ça met un aminoacide. Et donc, on fabrique en fait une des protéines du virus, donc on ne vous donne pas le virus, on fabrique une des protéines, et en plus, cette protéine, elle est faite dans la cellule, elle est présentée à votre système immunitaire exactement comme une infection naturelle. Pourquoi? Quand vous avez une infection naturelle, pour les non-biologistes dans la salle, vous vous souvenez quand même de la biologie, j'espère, de votre lycée, quand vous avez une infection naturelle, qu'est-ce qui se passe? Le virus va dans votre corps, et en fait, il utilise votre ribosome de vos cellules pour faire toutes les protéines de son matériel génétique pour se répliquer. Puis il recommence. Et donc, en fait, si vous réfléchissez, les protéines d'un virus, elles sont faites dans une cellule humaine. Et c'est exactement ce qu'on fait, nous. On fait une protéine d'un virus, on peut en faire plusieurs. On a certains vaccins où il y a 5 ou 6 protéines du virus dans notre flacon.
codé dans 5 ou 6 différentes molécules d'ARN messager, mais on ne vous donne jamais le virus. Et donc, c'est pour ça que la technologie marche super bien et super bien adaptée aux infections virales. C'est qu'on est capable très rapidement de prendre en fait la séquence de la protéine du virus qui nous intéresse, qui est en fait que des lettres génétiques, hein, de faire littéralement un copier-coller avec la souris, de dropper ça dans la cassette de technologie qu'on a développée, et d'appuyer sur order et ça part en machine. Et on fait un nouveau. Donc, ce qui était dur pour nous, c'est de faire le premier vaccin qui était un vaccin contre la grippe. Depuis, on a fait un vaccin contre le Zika et plein d'autres maladies infectieuses, mais pour nous, c'est toujours la même chose. On change juste l'ordre des 0 et des 1 sur le message pour coder une protéine différente. Donc, voilà l'avantage de la technologie de l'ARN messager. À vous. Donc, je suppose que ça signifie que si le vaccin mute et que la séquence est altérée, dans ce cas-là, vous pouvez juste réinsérer la nouvelle séquence et produire un nouveau vaccin, ou est-ce qu'il y a quand même des choses à adapter? Non, exactement. Si la protéine qui nous intéresse, donc c'est la Spike S qui est codée dans notre vaccin, si demain elle avait une mutation naturelle, qu'il y avait une nouvelle souche du virus qui se développait, qui impacte la performance du vaccin, parce que comme c'est une protéine qui est tellement énorme, elle fait 4300 nucléotides, s'il y avait une mutation à un endroit qui n'est pas vu par le système immunitaire, théoriquement, il n'y aurait pas d'impact sur la qualité de l'anticorps produit avec le vaccin d'aujourd'hui. Mais si effectivement il y avait besoin de changer, on changerait quelques nucléotides sur l'ordinateur, on appuie sur Enter, ça repart aux usines et en 30 jours, on ferait des nouveaux flacons. Et les agences réglementaires nous ont dit dans le passé qu'il n'y aurait pas besoin de refaire les phases 1, phase 2, phase 3, parce que si tout est identique, la chimie de la molécule, le processus industriel, et qu'on change uniquement 3 à 6 lettres ou 9 lettres, parce que c'est des multiples de 3, comme c'est des nucléotides, sur 4300, qu'il n'y a pas besoin de faire toutes les études cliniques. Merci pour vos explications. On va passer à une question d'un alumni. Alors oui, j'ai une question live de Daniel Rondeau qui vous demande quels sont les risques associés au vaccin ARN sur le plan génétique pour l'individu, par exemple pour la mutation des gènes, etc. Alors, c'est une excellente question. Alors, ça, c'est la question que j'avais en démarrant Moderna. C'était une de mes grandes trouilles. C'est quel va être le risque de sécurité du produit, de safety. Et donc, on a fait beaucoup d'études au démarrage, y compris avec des laboratoires académiques extérieurs, parce que je voulais la validation et la publication de laboratoires hors de Moderna pour nous aider aussi bien que les partenaires industriels qu'avec les investisseurs, parce que c'est toujours la question. Donc, en fait, ce qu'on a montré, des deux choses très importantes pour la sécurité. La première, c'est que notre molécule d'ARN messager est donc synthétique, faite dans nos usines qu'on injecte dans les êtres humains. Sa demi-vie, c'est 6 heures. Et on a pu prouver scientifiquement que 48 heures après l'injection, on n'est plus capable de prouver notre molécule, elle a totalement été détruite. Alors, quand je l'explique ça à des gens plus jeunes, je dis c'est un peu comme Mission Impossible. Vous savez, quand ils détruisent le truc en morceaux, littéralement, toutes les bases d'acide nucléique sont coupées en nucléotides de base après 48 heures. Et ça, on l'a prouvé scientifiquement, parce qu'il y a des bouts de notre ARN messager qui n'existent pas dans la nature. Donc, on est capable de prouver avec des tests PCR, comme le test qu'on met dans le lait des gens pour savoir si vous avez le Covid. On est capable de démontrer à tous les points de temps qu'on prend qu'au bout de 48 heures, il n'y a plus de produit. La seconde question, c'est la réintégration génétique. Donc, moi, j'avais une trouille pas possible à cause de la thérapie génique, sur laquelle j'ai jamais été un grand fan personnellement. On a montré que l'ARN messager synthétique de Moderna, quand il rentre dans une cellule, en fait, il ne rentre pas dans le noyau d'une cellule. Comme vous savez, l'ADN est protégé par le noyau de la cellule. Entre autres, le noyau a été mis au niveau de l'évolution pour en fait protéger le matériel génétique, entre autres contre les agressions virales dont l'être humain a été attaqué depuis très longtemps, de nombreuses fois, souvent par jour, depuis des centaines de milliers d'années. Et donc, en fait, on a pu montrer en mettant des tags sur nos ARN synthétiques et en faisant en fait des films où on suivait nos ARN par milliers dans les cellules, et on a fait ça un très grand nombre de fois. On n'a jamais vu un seul cas ou même une molécule d'ARN messager synthétique de Moderna rentrer physiquement dans le noyau de la cellule. Donc, nous pensons que le risque d'intégration est extrêmement faible, voire pratiquement improbable. Donc, c'est un petit peu les deux points sur la sécurité du produit qui sont importants. Donc, nous, par exemple, quand on fait nos études cliniques, c'est toujours les premières 48 heures d'une étude, pour moi, après dosage, qui sont les plus importantes. Le risque de safety sur le long terme,
je pense, est très faible. Merci pour ces éléments rassurants sur la technologie Moderna. Là, on va passer à une question du public, si quelqu'un en a une. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que si les anticorps, enfin je crois que c'est un peu plus complexe qu'une protéine simplement, mais est-ce qu'on pourrait, grâce à l'ARN, directement coder l'anticorps et ne pas laisser le système humain le faire, mais juste demander de le construire directement? Alors c'est une très bonne question. Alors on a déjà fait, et on a publié les données cliniques il y a 1 an maintenant, on a fait des anticorps synthétiques à partir d'ARN messager. Donc effectivement, pour ceux qui ne suivent pas la biologie au même niveau, un anticorps, c'est bien sûr une protéine au niveau chimique, et c'est une protéine très complexe parce qu'elle a en fait 2 bras, le heavy et le light chain. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des produits où on fait 2 mRNA différents qui codent un pour le heavy chain, l'autre pour le light chain, qu'on met dans la même particule de 100 nanomètres et qu'on injecte. Et on a prouvé, en reprenant juste le sang, initialement des animaux et plus récemment des êtres humains, on est capable de faire à des niveaux thérapeutiques, donc assez en quantité, des anticorps totalement synthétiques faits donc par l'ARN messager. Alors la raison pour laquelle c'est moins bien, nous pensons, que la vaccination, c'est qu'il y a 2 choses. Premièrement, un anticorps, ça finit par se dégrader, et donc en fait les anticorps, ils durent que quelques mois. Il y a des technologies pour ralentir leur dégradation, mais ça dure que quelques mois, donc ça ne vous protégerait pas pour plusieurs années comme le font les vaccins. Et l'autre chose, c'est quand vous présentez une protéine étrangère au système immunitaire, il ne va pas faire un anticorps. Il va faire une soupe d'anticorps. Parce qu'en fait, à tous les épitopes présentés de la protéine étrangère, il va faire des anticorps. Donc en fait, vous avez une bien meilleure couverture en termes de nombre d'anticorps qui, en fait, dans la durée, donne une bien plus grande protection. Donc la technologie des anticorps, vous avez sans doute suivi sur la course contre le virus. Donc il y a pas mal de sociétés de biotechnologie et pharma qui font des anticorps synthétiques. Je pense que cette technologie va marcher, les études cliniques avancent bien. Premièrement, parce que ça fait plus de 100 ans qu'on a des anticorps, entre autres en prenant des anticorps de gens malades, qui ont été malades, les donner à des gens qui sont en train d'être malades pour les aider. Donc on sait que les anticorps marchent. Et c'est une technologie qui a été montrée sur Ebola ou d'autres agents infectieux. La limitation, c'est que c'est très cher à faire, donc les volumes sont assez petits. Donc c'est plutôt du thérapeutique plutôt que de la prévention. Ça peut être donné en prévention, mais encore une fois, ça ne durera que quelques mois pendant que l'anticorps reste dans le système sanguin de la personne. Mais c'est moins, je pense, en termes de couverture anticorps, c'est moins bien qu'une vaccination. C'est une bonne question. On peut faire des anticorps avec de l'ARN messager. On peut même faire des cocktails d'anticorps. Alors merci pour ces explications sur les choix de technologie. On va passer, il y a une autre question du public. Bonjour monsieur, on est un petit groupe de pharmaciens et on aimerait savoir quel type d'essais non cliniques vous avez fait. Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur le Covid, on a fait tout en parallèle. Donc, on a fait une étude dans des petits animaux avant de partir en essai clinique. Et la FDA était confortable avec ça parce qu'on a une plateforme. C'est-à-dire que la FDA, maintenant, c'est le 10e vaccin qu'on a mis en essai clinique à travers les années. Donc, on a fait 9 études de tox très poussées avant sur les animaux. Et sur pas mal de virus, on a fait des études complètes de modèles challenge animaux où, en fait, vous donnez la vaccination aux animaux comme à l'être humain. Vous attendez généralement 30 ou 60 jours et après vous donnez une dose très élevée du virus pour en fait est-ce que le vaccin protège de l'infection à l'animal pour essayer de mimiquer, je dirais, une infection naturelle. Et donc sur le cas du Covid, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude pour valider qu'il n'y ait pas de toxicité sur le vaccin, parce que ce à quoi on ne s'attendait pas étant donné qu'on avait déjà dosé plus de 2000 personnes sur 9 vaccins différents à travers 5 ans. Donc, on a gagné pas mal de recul sur la technologie vaccin de Moderna. Mais on voulait s'assurer que sur ce produit-là, il n'y ait pas de problème lié à l'antigène, pas à la technologie. Et en fait, ce qu'on a fait en parallèle des essais cliniques, parce que comme on courait derrière une pandémie, le temps n'était pas trop notre ami, on a fait tous les modèles animaux. Donc, on a publié dans Nature un modèle animal sur la souris, de challenge. Donc, on a donné l'infection à la souris. Et puis, dans le New England Journal of Medicine, qui généralement est un journal qui publie que des données cliniques, on a publié aussi les données dans le singe, où on a montré que sur un modèle animal où on a donné 10 puissance 6 copies du virus dans le nez des singes, on avait dans les poumons, à aucun temps, on n'avait aucune copie en charge virale du virus dans les poumons, 0, sur tous les animaux. Et dans le nez,
Au second jour, il restait 10 puissance 2, on avait démarré à 10 puissance 6 copies du virus en charge virale. Et au 4e jour, il n'y avait plus rien. Donc, ça pourrait même peut-être indiquer que si c'était traduit dans l'être humain, ce qui reste à voir bien sûr, il y a peut-être potentiel à ce que le vaccin non seulement protège la personne vaccinée, mais aussi peut-être réduise les transmissions de personne à personne à démontrer bien sûr. Donc voilà pour la réponse rapide. Merci. Alors, on a encore une autre question du public. Bonjour, j'avais une question. Vous parliez donc d'un vaccin très prometteur pour la fin d'année et vous espériez au début pouvoir développer 1 milliard, c'est ça, de vaccins. Je voulais savoir dans quel délai vous pensez, si dans le meilleur des cas, pouvoir le délivrer. Est-ce que vous avez, si ce n'est pas confidentiel, déjà des commandes d'État par exemple? Oui, c'est une très bonne question. La première chose, c'est que je pense qu'il y a plusieurs sociétés dont les vaccins vont marcher, des données qu'on voit aujourd'hui, ce qui est une bonne chose pour la planète. Comme je l'ai dit souvent, un de mes cauchemars, c'est que uniquement le vaccin Moderna marche, parce qu'on n'a pas bien sûr les moyens industriels de produire dans un temps qui fasse du sens au niveau santé publique, de produire des doses pour 7 millions de personnes. Surtout qu'en plus, il ne faut pas oublier, la plupart des vaccins qui sont dans ces cliniques ont besoin de 2 doses. Et la raison, c'est que comme c'est un virus auquel on n'a jamais été exposé, en fait, on pense que le vaccin marcherait à 1 dose, il marche bien dans les animaux, mais il marche bien mieux avec une seconde dose, donc surtout pour les personnes à risque, personnes âgées, et aussi pour assurer une bonne durée de protection. On pense que 2 doses est bien mieux, donc bien sûr, ça coupe par 2 le nombre de personnes protégées. Donc, on a démarré dès le début mai à parler à pas mal de gouvernements. À ce jour, on a reçu donc une commande de 100 millions de doses par le gouvernement américain et ils ont l'option d'acheter 400 millions de vaccins supplémentaires. On est en discussion, bien sûr, je ne parle que des choses publiques, sinon j'aurai des problèmes avec l'AMF américaine. En Europe, on est en négociation finale pour un contrat de 80 millions de doses avec l'option de le monter à 160 millions de doses. On est en phase finale aussi de discussion avec le Japon. Le Canada a commandé 2 fois des vaccins, une première fois, et puis maintenant ils sont à 20 millions de doses. La Suisse a commandé. Il y a eu près une dizaine de pays qui ont commandé des vaccins jusqu'à maintenant, et on est en discussion avec pratiquement tous les pays du monde pour leur fournir des vaccins. Alors, on a beaucoup de questions sur la quantité de vaccins qui peut être produit par Moderna. Est-ce que vous avez des prévisions justement sur ces quantités-là que vous pouvez produire? Oui, alors sur le vaccin Moderna, ce qu'on a dit, c'est sur 2020, on devrait pouvoir sortir à peu près 20 millions de flacons parce qu'on est en train de construire l'outil industriel. Donc en fait, la production mensuelle ne fait qu'augmenter tous les mois et on a encore pas mal de machines qui sont en train d'être validées parce que bien sûr, c'est une production de médicaments, donc c'est extrêmement réglementé comme ça le doit, pour s'assurer que chaque fois on est capable de prouver qu'on peut reproduire le produit de la bonne façon, qui est totalement identique au produit précédent et au produit bien sûr enregistré par les agences réglementaires. Donc c'est très très réglementé. Donc sur 2020, 20 millions de doses. Sur 2021, sur l'année totale, on a une très bonne visibilité sur 500 millions de doses. Je pense que les équipes vont arriver à 1 milliard de doses. Alors, la seule raison du bémol important entre 500 millions et 1 milliard, qui est bien sûr un gros bémol, c'est qu'on a l'outil industriel en termes d'espace réglementé. On a pratiquement toutes les machines qui ont été livrées. Il en reste quelques-unes, mais je pense qu'on les aura à temps, etc. Donc, tout l'aspect industriel de production, ça a l'air d'aller. Au niveau recrutement, ça se passe très bien, donc je ne suis pas inquiet non plus pour les équipes, pour faire tourner tout ça. Le gros risque qui reste, et il va être identique chez la plupart des fabricants de vaccins contre le Covid, c'est les matières premières. Et la raison est assez simple, c'est on doit faire 1000 fois plus de produits que l'année dernière. Donc imagine dans n'importe quelle industrie, que ce soit faire des iPhones ou faire des voitures, allez voir Renault et allez leur dire que l'année prochaine, il faut qu'ils fassent 1000 fois plus de voitures que cette année. Je pense qu'ils vous regarderaient bizarrement, vous demandant sans doute ce que vous avez fait la nuit dernière.
Et c'est un peu le challenge que j'ai donné à mes équipes en fin janvier, pendant les excès de pandémie. J'ai dit à mon patron industriel, j'ai besoin que tu sortes 1 milliard de doses l'année prochaine. Et il m'a dit quoi et ce qu'il espérait pouvoir peut-être arriver à 100 millions de doses en janvier. Je lui ai dit non, c'est 1 milliard la target. Et donc, ça a permis aux équipes de vraiment penser de manière assez créative. Et on a eu de la chance, c'est qu'un des gros industriels du métier qui s'appelle Lonza, qui est basé en Suisse, avait en fait de la place dans certaines de ses usines à travers le monde qui répondait aux specs qu'on pouvait rapidement mettre en place nos machines. Donc là, on a eu beaucoup de chance de pouvoir monter en puissance comme ça. Donc, c'est un peu le gros challenge de l'année 2021. Ça va être est-ce que j'ai toutes les matières premières chaque jour pour faire de la production? Parce que s'il manque un ingrédient, on ne peut pas faire le vaccin, bien sûr. Encore une fois, pour assurer la qualité du produit. Et donc, ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas trop de jours où on aura les équipes et les machines prêtes à tourner et on ne pourra pas faire de vaccin ce jour-là ou cette nuit-là, parce qu'on va tourner en 24 heures sur 7, parce qu'il nous manque une matière première. Donc, on est en train d'aider beaucoup les fournisseurs. Il y a des petits fournisseurs avec qui on a fait tout payer d'avance, parce qu'ils avaient besoin d'aller acheter eux-mêmes des machines, d'embaucher du personnel pour aller à faire les volumes dont on avait besoin. Donc, on a pris énormément de risques financiers. Au mois de mai, j'ai levé 1,3 milliard de dollars sur les marchés en 1 heure, ce qui était de table la plus facile de l'histoire de la société. C'était plus facile de lever 1,3 milliard de cash le 18 mai, après la fermeture des marchés entre 4h et 5h, que c'était de lever 25 millions de dollars en 2012, qui m'a pris, je crois, 6 mois. Et donc, tout cet argent, on l'a dit aux investisseurs, 100% était investi dans mes machines, matières premières personnelles pour le vaccin. Et donc aussi, les dépôts, pour revenir à la question précédente sur les commandes, en fait, on demande aux pays qui commandent de mettre une partie de la somme en dépôt, qui nous permet d'acheter plus de matières premières pour continuer donc le scale-up de la société. Parce que juste en matières premières, c'est plusieurs milliards de dollars dont on a besoin juste pour acheter les matières premières. Donc, c'est des sommes pour nous qui sommes une boîte qui n'a jamais fait 1 euro de profit. Ce sont des sommes assez gigantesques. Et on a commencé depuis en fait juillet à fabriquer des vaccins à risque. Donc, on est en train de tout fabriquer, tout à risque. Si le vaccin, Dieu nous protège, échouait dans le mois qui arrive, ben on mettrait tout à la benne, quoi. Donc aujourd'hui, je crois qu'on mettrait 1 milliard de dollars à la benne si le vaccin échouait dans le mois et demi qui arrive, quoi, jusqu'à la lecture des résultats. Alors, je pense que nous espérons tous que ce ne sera pas le cas et que vous trouverez les matières premières et les machines nécessaires. Et on va laisser la parole à quelqu'un du public. Bonjour, déjà merci pour votre présentation, c'était passionnant. Je suis également pharmacien, j'ai eu l'occasion de rejoindre un des masters spécialisés de l'école cette année. Et pour ma part, la question sera plus sur le procédé en soi de développement des ARN messagers. Est-ce que vous êtes sur des pré-ARN, quitte à avoir les transformations, qui sont, pour faire simple, des fonctionnalisations qui arrivent plus tard pour l'ARN messager, fait par le corps pour éviter des risques de reconnaissance par ce dernier? Ou est-ce que vous les faites, vous, en amont, quitte à faire des polyadénylations, qui sont quelque chose qui permet de maintenir, ou en tout cas d'augmenter l'espérance de vie de l'ARN messager, quitte à être plus reconnu par le corps humain? Voilà, merci. Ouais, donc en fait, on fait de l'ARN synthétique, on fait de l'ARN, pas du pré-ARN. Et en fait, les techniques importantes qu'on a développées et sur lesquelles on a déposé énormément de brevets à travers les années, c'est tous nos ARN, l'uridine est 100% un analogue de l'uridine naturelle, dans l'uridine qui est dans nos ARN messagers. C'est un uridine modifié, donc c'est un analogue qui permet qu'il n'y ait pas d'activation des TLR7, TLR8 au niveau du système immunitaire. Parce que bien sûr, pour les non-biologistes dans la salle, le système immunitaire a été construit à travers l'évolution de l'homme pour protéger contre les virus. La plupart des virus sont des virus d'ARN messager. Donc, le corps humain, généralement, aime pas qu'on injecte de l'ARN messager dans le corps. Et effectivement, historiquement, la raison pour laquelle tout le monde, y compris moi, quand on m'a parlé Moderna d'injecter de l'ARN messager dans le corps, je leur ai dit, vous êtes fous, ça ne marchera jamais votre truc, l'ARN est trop instable comme molécule. L'ARN crée des réactions immuno du corps. Donc, ce n'est pas des bonnes caractéristiques pour des médicaments si le produit est stable quelques secondes et si les gens qui vous le donnent, ils vont vomir ou avoir la température comme quand vous avez une grippe. Et en fait, toute la technologie qu'on a développée aussi bien au niveau de la chimie elle-même, donc comme la modification de l'uridine, pour 100% de nos uridines sont modifiées, et tout le procédé industriel, en fait, c'est pour faire un ARN messager extrêmement pur. Ce qu'on a réalisé, c'est sans doute, je pense, qu'une des raisons pour laquelle dans les années 60, quand
beaucoup de laboratoires académiques à travers le monde ont essayé de faire des médicaments avec de l'ARN messager avant que l'industrie en fait, de la biotech démarre en faisant du recombinant. Si vous regardez les très vieux papiers scientifiques, en fait, les gens essaient de l'ARN messager. Et tout a échoué partout. Et je pense que les deux raisons pour lesquelles ça a échoué, c'est premièrement utiliser de l'ARN avec de l'uridine non modifiée. Vous avez tout de suite une activation de TLR7 et TLR8. Et l'autre, c'est qu'ils n'avaient pas les méthodes analytiques à l'époque pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le flacon que vous venez de fabriquer avec l'ARN dedans. Et en fait, nous, on a réalisé en démarrant la société, parce que moi, avec mon côté ingénieur et puis industriel de Lilly, j'ai tout de suite mis en place plein de techniques analytiques, y compris à des laboratoires externes ou des laboratoires académiques de Boston à MIT et Harvard, pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le flacon. Et en fait, au démarrage, sur les premiers lots qu'on faisait, il y a pratiquement 90%, excusez-moi mon français, de merde dans le flacon, qui n'était pas de l'ARN messager, qui était plein d'autres choses, qui venaient donc des procédés industriels, qui en fait créent énormément de réactions néfastes lors de l'injection in vivo, qu'en fait, qu'on a commencé à nettoyer, et développer des technologies de purification industrielle, en fait, la quantité de protéines produites ne faisait qu'augmenter et la réaction immunitaire ne faisait que baisser. Donc, en fait, ce qu'on regardait, c'était le ratio. C'était un côté ingénieur qui a rendu mes scientifiques faux au début. Je vais regarder le ratio protéines produites divisé par le nombre de cytokines, et en fait, pour monter tout ça. Voilà. Alors, merci pour cette réponse à cette question un peu plus technique. On va passer à une autre question du public. Bonjour, moi je me demandais une question, puisque votre technologie elle est nouvelle. Est-ce que vous avez eu peur de l'espionnage industriel? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour éviter ce risque? Alors c'est une bonne question. Alors effectivement, j'étais toujours parano au point que les 18 premiers mois de Moderna, on n'avait pas de site internet. Ce qui rendait mes équipes fous, mon board, mon conseil d'administration fou. Et la raison, c'est que je voulais surtout pas qu'un patron d'une grosse pharma réalise que c'était possible de faire des médicaments avec de l'ARN messager, parce que ça avait un tel pouvoir de disruption de toute l'industrie que je m'étais dit, si le CEO de Lilly ou de Roche ou de Sanofi met 100 ou 200 millions sur le truc, alors que moi j'ai 2 millions pour démarrer, j'ai pas d'équipe, j'ai rien, on est mort, quoi. Il faut savoir que dans nos métiers, comme on dépose beaucoup de brevets, si vous n'avez rien à faire ce soir, vous pouvez aller sur Internet, sur le bureau des brevets de l'Europe ou des US, et vous pouvez passer, je pense, le prochain mois sans vous arrêter à lire tous nos brevets. Je crois qu'il y a plus de 450 brevets déposés. Certains font 1000 pages de données. Donc, l'espionnage industriel sur les brevets, il suffit d'aller sur Internet, vous avez pratiquement tout. Par contre, il y a plein de choses au niveau du processus industriel sur lequel on ne dépose pas de brevets. C'est en fait du know-how, un peu à la sauce secrète à la Coca-Cola. Il y a certains aspects du process où j'ai 2 ou 3 employés qui savent comment ça marche vraiment. Certains trucs, d'ailleurs, on les a fait écrire par les équipes qu'ils ont développées. Et c'est chez les avocats de la société, dans les coffres, etc. On a eu des attaques Internet assez violentes, surtout depuis le démarrage du corona. Heureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été encore arrêté. Parce que mon plus gros souci, c'est pas le vol. Mon plus gros souci, c'est qu'on soit capote, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus faire tourner l'usine parce qu'il nous casse tout, quoi. C'est arrivé à Merck, donc l'américain Merck MSD, il y a 2 ans. Ils ont mis 6 mois à s'en remettre. Ils ne pouvaient même plus envoyer des emails d'un employé à l'autre de la société. Il n'y avait plus rien qui marchait. Et donc, on a eu effectivement des cyberattaques. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai embauché un patron informatique il y a quelques années qui vient du monde de la tech, pas du monde de la pharma. Et qui a monté aussi bien un système très intégré dans la société, donc tous nos systèmes sont intégrés les uns dans les autres, ce qui est bien sûr très dangereux quand vous avez une attaque, mais les systèmes se parlent et échangent les données. Ils sont en fait connectés que quand ils échangent les données. Donc en fait, quand on a eu une attaque récemment, on a pu vraiment la détecter assez rapidement et elle était en fait très isolée. Ils ont piqué des trucs qui est pas très grave, mais en fait, l'attaque a été limitée. Mais c'est un des plus gros soucis. Alors, on bosse beaucoup en ce moment, depuis après 2 ans, et encore plus depuis le début de l'année avec le corona, avec, entre autres, l'armée américaine et les grandes banques. Parce que les banques, bien sûr, ils sont pas mal en cybersécurité parce que leur business, c'est de bouger des 0 et des 1 qui est de l'argent. Et on essaie de faire le plus possible pour nous se protéger.
Mais c'est un des risques importants qu'on a aujourd'hui, vu la visibilité de la société et le fait que tout le monde ne souhaite pas qu'on y arrive, ou il y a certains ou groupes ou États qui aimeraient bien savoir toutes nos recettes pour pouvoir faire eux-mêmes des produits avec nos technologies. Donc c'est un vrai souci. Alors, merci pour votre réponse. J'avais une question aussi personnellement. Pourquoi, s'il y a autant de risques de cyberattaques, et pourquoi est-ce que aussi les débuts ont été aussi difficiles, vous avez préféré vous lancer seul dans cette aventure avec une start-up plutôt que de vous associer à un gros laboratoire pour lancer le projet à deux et le développer peut-être plus facilement? Oui, alors c'est une bonne question. Alors, on s'est posé la question pendant 2-3 mois et on arrivait à un moment où en fait, par rapport à ce qu'on cherchait, il y avait personne qui était prêt à sauter dans la mare à ce moment-là. Puis après, c'était trop tard parce qu'on avait besoin d'avancer, donc on avait avancé avec entre autres Lonza. Les partenaires industriels avec qui on parlait, personne n'avait la capacité industrielle du type de capacité dont on avait besoin en termes du design des usines et des pièces de production. C'était le gros souci. Alors, l'autre chose aussi, c'est que Moderna a fait beaucoup d'accords à travers les années. 4 accords avec MSD, 3 accords avec AstraZeneca, 2 avec Vertex, etc. Et ce qu'on a appris, c'est que travailler avec des grosses boîtes, c'est super, parce qu'il y a, surtout dans les premières années, il y a plein de compétences qu'on nous n'avait pas, évidemment, vu notre taille. Parce qu'on on était, comme je l'ai dit, 20, et puis 40, et puis 60, et puis 100. Maintenant, on est 1100 collaborateurs. Et les grosses boîtes, ça vous ralentit aussi, quoi. Parce que quand vous êtes deux, que ce soit avec un copain pour aller choisir un film ou en couple ou n'importe, c'est toujours plus compliqué de décider à deux que seul. Et quand vous n'avez pas de temps et que vous courez contre ce virus, on est arrivé à un moment, ça devait être le mois de mars, où j'ai dit au conseil d'administration et à l'équipe, vu où on en est maintenant, le gain est faible entre ce que va nous apporter un grand groupe et le downside est important en termes de prise de décision, de gestion du risque, etc. Et donc, on a dit, on continue tout ça. Parce que c'est clair au niveau commercial, c'est que ça n'allait pas être très compliqué. Hein, parce que c'est clair qu'on on a embauché notre premier employé commercial au mois de mai. Mais c'est vendre à un pays à la fois. Il y a un client, c'est l'État, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin de 300 génies pour vendre aux États qui sont désespérés d'acheter des vaccins. Donc, en fait, avec 3 employés, on a déjà vendu 600-700 millions de doses, quoi. Merci pour ces explications. On va prendre une autre question du public. Bonjour monsieur. Au vu des chiffres que vous nous avez annoncés, le nombre de commandes est beaucoup plus élevé que les moyens de production lorsque le vaccin va sortir. Et je me demandais quelle était la politique de votre boîte. Est-ce que vous allez donner la priorité aux États-Unis ou est-ce que vous voulez répartir dans tous les pays du monde les vaccins? C'est une très bonne question que j'ai commencé à me poser dès janvier. Et quand j'ai vu ce qui se passait en termes de non-coopération entre les États au niveau des masques, des ventilateurs et de tout le reste, je me suis dit, oh là là, on va à la cata. Et donc, ce qu'on a monté depuis le début, c'est une supply chain, je dirais de mon franglais, hein, une supply chain en fait double. C'est-à-dire j'ai tout fait en parallèle. Donc, on a en fait, aux US, on a construit l'outil industriel pour servir le marché américain, aussi bien en termes de fabrication de l'ARN messager, formulation et remplissage des flacons. Et on a créé une supply chain indépendante qui est basée en Suisse. Et la raison que j'ai choisi la Suisse, c'est que comme il n'y a que 9 millions d'habitants, je me suis dit, il y a quand même peu, et vu la culture de la Suisse en termes de coopération internationale, je me suis dit, il y a peu de chances qu'un pays avec 9 millions d'habitants nous garde 600 millions de flacons pour eux tout seuls. Et donc, c'est pour ça que l'outil industriel hors des US est basé en fait en Suisse, quoi. Donc, notre but, nous, c'est en fait d'essayer au niveau équité, qui est un aspect très important, c'est de limiter à 20% à peu près de la population de chaque pays les bons de commande initiaux. Si vous voulez, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que plusieurs vaccins, de cette première vague de vaccins, donc dans la première vague, il y a qui? Il y a Pfizer, il y a AstraZeneca avec Oxford, les Anglais, et puis Moderna. Dans la seconde vague qui nous suit, il y a 2-3 mois derrière nous, il y a Johnson & Johnson, le gros groupe américain. Il y a Novavax, une autre start-up américaine qui bosse sur une technologie similaire à la technologie de Sanofi, donc des recombinants
avec adjuvant. Et il y a Sanofi qui doit être 3 ou 4 mois derrière eux. Donc, ce qu'on essaie de nous d'établir, c'est notre thèse scientifique, c'est que plusieurs vaccins vont être approuvés, on va dire, dans la première moitié 2021, et que les vaccins vont avoir des performances très différentes. Nous, on pense aujourd'hui, vu les données de phase 1 qui ont été publiées par la plupart des groupes, qu'on a une chance d'avoir sans doute le meilleur vaccin, surtout pour les personnes âgées. Et donc, c'est pour ça qu'on a en fait pris la dose la plus haute qui était bien tolérée. Notre dose, Pfizer a aussi un vaccin d'ARN messager qu'ils ont fait avec l'accord avec une société allemande qui s'appelle BioNTech. Leur dose, c'est 30 microgrammes par dose. Notre dose, c'est 100 microgrammes par dose. Donc, c'est 3 fois plus. Ils ne peuvent pas doser eux, à 100 microgrammes. Ils ont eu des problèmes de sécurité en phase 1 lors de l'injection du boost, donc de la seconde dose à 100 microgrammes. Mais avec tous les investissements industriels qu'on a fait, créer des lipides biodégradables à travers les années, etc., et le processus industriel, on est capable de donner des doses à 100 microgrammes qui ont pas de problème de sécurité à la première ou seconde dose. Et donc, on a poussé les doses. Et d'ailleurs, dans les données qui ont été publiées, le vaccin Pfizer, si vous regardez le niveau d'anticorps pour une personne jeune et le niveau d'anticorps pour une personne âgée, pour la personne âgée, il est 60% en dessous. Dans le vaccin Moderna, il est exactement au même niveau. Et donc, nous, on pense, encore une fois, ça doit être prouvé dans la phase 3, mais on pense que notre vaccin aura une efficacité plus haute dans les personnes âgées qui, comme vous savez, sont les personnes à plus grand risque. Et donc, comme on n'est pas capable de faire, bien sûr, 14 milliards de doses pour 7 milliards de personnes l'année prochaine, ce qu'on a dit au gouvernement, c'est que vu le profil scientifique du vaccin, nous, on souhaite que le vaccin soit utilisé pour les gens à plus haut risque, qui ont ou des facteurs de comorbidité, ou des personnes âgées ou le corps médical, et des gens plus jeunes comme vous dans l'amphi. Vous pouvez avoir un vaccin qui marche peut-être un petit peu moins bien, mais qui marche. Le but, c'est je pense qu'il y a 2 objectifs qu'on a en termes de société, pas industrielle, mais de société, je veux dire, civile. C'est premièrement de créer une herd immunity, je ne sais plus comment on dit ça en français. Et donc ça, c'est vacciner avec un vaccin qui va marcher à 50, 60, 70, 80% toute la population. Et d'injecter le vaccin qui a la plus grande efficacité aux personnes les plus à risque. Parce que si une personne de 25 ans qui est en bonne santé a un vaccin qui marche à 60% et qui est la personne dans les 40% qui ne marche pas, ben vous serez ou asymptomatique ou vous serez légèrement malade, sans doute. Si c'est une personne de 75 ans qui a du diabète, qui prend ce vaccin-là, qu'elle est dans les 40% qui ne répondent pas, ça peut être une personne qui est hospitalisée et qui peut mourir. Et donc, ce qu'on essaye de dire au gouvernement, c'est que nous, on est capable de leur vendre uniquement 20% de leur population. Aujourd'hui, si à la fin, il reste des vaccins, on est bien sûr ravis d'en revendre plus. On essaie justement d'avoir une approche un peu équitable à travers le monde pour pas qu'il y ait certains pays, si vous voulez, qui vaccinent toute leur population avec le meilleur vaccin du marché et que les autres pays se retrouvent à vacciner les personnes les plus à risque avec des vaccins qui marchent, mais qui marchent moins bien. Alors, merci. On a une question du public. Alors, pendant cette crise, on a beaucoup parlé de temps, on s'est beaucoup intéressé au temps. Et alors, ce qu'elle nous a appris surtout, c'est que la science, aujourd'hui, était capable d'identifier un agent pathogène en moins d'une semaine, de connaître son génome en 2 jours. Et donc, vous nous apprenez aujourd'hui qu'on peut concevoir un vaccin contre un virus en 2 jours, mais qu'après, on a des essais cliniques pendant près de 10 à 11 mois. Est-ce que vous ne pensez pas que ces durées ne sont plus des capacités actuelles de la science, ou au contraire, est-ce que c'est un garde-fou, une durée incompressible, et que dire finalement aussi des vaccins qui sont déjà validés, entre guillemets? C'est une très bonne question. Alors, si vous m'avez dit en janvier, vous aurez vos résultats de phase 3 d'un virus que vous ne connaissez pas encore en fin d'année, je vous aurais dit que, je ne sais pas, vous avez passé la soirée dernière, mais c'était impossible. La chose sur laquelle je commence déjà à bosser avec les autorités, entre autres américaines, parce qu'aux US, il y a une agence qui est vraiment spécialisée dans la préparation aux pandémies, et qui nous a beaucoup aidé, et dans le passé sur Zika, et aujourd'hui sur le corona. La grande leçon, c'est, nous, on a pu aller si vite au démarrage et savoir quelle était la protéine du virus à prendre, et on a dit ça, bien sûr, de manière publique pour aider tout le monde. Et si vous regardez les 6 vaccins aujourd'hui qui sont en phase finale, c'est tous sur la même protéine. Et c'est en fait du travail que Moderna a fait avec l'équipe du Dr Fauci
ces 2 dernières années avant le corona sur le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, qui est aussi un autre corona. Moi, je pense qu'il faut absolument faire maintenant, après la catastrophe qu'on est en train de vivre, pour que ce genre de choses ne réarrive jamais ou dans des timelines très différents, c'est travailler sur tous les 10 ou 15 virus qui sont à haut risque. On bosse par exemple en ce moment sur le Nipah, qui est une horreur en Asie, et du style 80% de mortalité, c'est un peu comme l'Ebola, et on est à une mutation prête que ça parte en flammes. Ce qu'on est en train de faire sur le Nipah, avec encore une fois les équipes de Dr Fauci au NIH américain, donc à l'INSERM américain, c'est d'amener ce produit en phase 1. Parce que la phase 1, vous avez besoin pour trouver la dose. Chaque virus est différent, la réponse immunitaire du corps dépend vraiment de l'antigène. Et donc, de savoir quelle dose donner est vraiment important. Et ça a un énorme impact industriel. C'est que si vous pouvez donner 10 microgrammes et que vous donnez 100 microgrammes, vous allez couper votre capacité par 10. Donc, c'est un peu un problème, quoi. Donc, la phase 1 est vraiment importante pour essayer de trouver la dose qui est le bon équilibre entre le moins possible, mais aussi un produit qui marche en termes d'efficacité. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire sur une dizaine de virus financés par le gouvernement américain, c'est faire tout le travail préclinique dans les animaux dont on avait une question de votre collègue tout à l'heure, pour s'assurer de choisir les bonnes protéines et tout tester en avance, parce que ça, c'est pas beaucoup d'argent. Et en à peu près 1 an, vous pouvez faire un travail énorme et tester plein de protéines du virus en parallèle et en combinaison. Donc, pour assurer d'avoir bien compris la biologie de ce virus-là. Ce qu'on a fait sur le MERS, qui nous a beaucoup aidé donc, pour le SARS-CoV-2. Ensuite, vous amenez ça en clinique, ça vous coûte 10 millions de dollars, ce qui est pour l'état, le niveau d'un État, c'est 3 cacahuètes. 10 millions de dollars pour essayer de faire ça sur une centaine de personnes pour trouver la dose. Une fois que vous avez la dose pour cette bonne protéine ou ces bonnes protéines, si c'est une combinaison de protéines qu'il faut faire sur plusieurs ARN messagers, j'aurais voulu pu faire une phase 2 sur à peu près 1000 personnes pour assurer la sécurité du produit. Parce que vous avez toujours un risque qui est lié à la protéine elle-même. Si la protéine a une homologie trop proche d'une protéine humaine, vous pouvez avoir des réactions immunitaires ou d'autres maladies. Vous avez vu l'essai clinique d'AstraZeneca qui est encore aux États-Unis en pause à cause de ce cas qu'il y a eu sur potentiellement une maladie sur le système nerveux d'une femme en Angleterre. Et donc, ce que j'aurais aimé, si j'avais pu avoir une baguette magique avant que ce truc-là arrive, c'est avoir fait le MERS avant, fait la phase 1 pour la dose, avoir déterminé que 100 microgrammes, c'était la meilleure dose pour nous, fait une phase 2 sur 1000 personnes et avoir mis le produit dans les frigos, de façon à ce qu'une fois qu'on avait une nouvelle séquence d'un nouveau virus de la famille Corona, on aurait pu directement faire 30 000 flacons, 100 000 flacons en 30 jours et démarrer la phase 3 en février. Si on démarrait la phase 3 en février, en mai, on aurait un vaccin approuvé. Donc, je pense que c'est l'étape sur laquelle il faut qu'on avance maintenant sur une dizaine de virus importants pour être totalement prêt que si un jour il y a une mutation qui sort, pour aller très vite. Et je ne suis même pas surpris si d'ici là, Moderna avait plusieurs vaccins déjà approuvés comme le Corona. On bosse sur la grippe aussi, la grippe saisonnière, parce que les vaccins de la grippe, ils ne marchent pas vraiment. Et on pense que notre technologie va pouvoir permettre d'avoir des vaccins qui marchent, où on n'a pas besoin de deviner, selon ce qui se passe en Australie 9 mois avant, et de deviner la souche qui va circuler en Europe, aux US l'hiver qui suit. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, si on a plusieurs vaccins approuvés lorsque un prochain virus apparaît, je pense même que certains États, vu la base de données sur tous les vaccins qu'on aurait eu à travers des centaines de millions de personnes, seraient prêts, si on a fait tout ce travail en amont sur des phases 2, même sur des phases 2, de donner une autorisation d'urgence, par exemple pour le corps médical, où là, vous auriez pu, dès février, vacciner le corps médical, vacciner les personnes âgées, qui sont souvent les personnes à plus haut risque, de par le fait que le système immunitaire se casse la gueule avec les années, avec le vieillissement. Donc, je pense qu'on aura pas une courbe très différente de ce qui s'est passé au niveau, d'abord, humanitaire et santé publique, et au niveau 2, au niveau économique. Alors j'espère effectivement qu'on pourra trouver d'année en année des vaccins de plus en plus rapidement. Bon, évidemment, sans que cela se fasse aux dépens de la sécurité des patients. Et je propose qu'on passe à une question d'un téléspectateur. Oui, une question sur les États-Unis. Comment gérez-vous la politisation de la course au développement d'un vaccin par le président américain? Et quelles ont été les conséquences pour Moderna? Alors, ce que j'ai dit plusieurs fois, parce que j'ai la question régulièrement par les médias américains, surtout à moins de 2 mois des élections présidentielles. Depuis janvier, nous n'avons reçu aucune pression d'aucun gouvernement du monde. J'ai jamais eu ni un appel téléphonique, ni un email, ni une visite
et j'ai parlé à une dizaine de chefs d'État ces derniers mois, nous a jamais demandé d'aller plus vite. On a toujours dit qu'on allait plus vite qu'on pouvait sans faire de bêtises au niveau sécurité. Et on a eu beaucoup d'aide. L'équipe de Dr Fauci, donc de UNIH américaine, nous a extrêmement aidés. La FDA a été remarquable. Généralement, vous posez une question à la FDA, vous avez, de par la loi, un délai de 30 jours avant qu'ils vous répondent pour s'arranger sur une réunion. Ce qui s'est passé depuis janvier, c'est qu'on a eu une équipe entière de la FDA qui était dédiée au vaccin Moderna, au vaccin Pfizer, au vaccin AstraZeneca. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle société qui partait en clinique, ils dédiaient une équipe entière. Quand on pose une question, on a un coup de téléphone dans l'heure ou un Zoom qui est organisé dans l'heure. Il y a une journée en mars où je crois qu'on a eu 3 réunions avec les FDA dans la journée. Et dans le monde normal, c'est de la science-fiction. Hein. Avoir la réponse à ces mêmes questions dans le monde normal, ça m'aurait pris 6 mois. Donc, il y a un travail vraiment remarquable de collaboration qui a eu lieu entre le gouvernement et ces différentes agences et le monde industriel, entre les industriels et puis avec tous les fournisseurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Le deal avec Lonza, il s'est fait entre Moderna et Lonza, après que j'ai parlé 2 fois au président du conseil d'administration de Lonza, sans contrat. On a les équipes qui ont bossé 6 semaines des 2 côtés sans contrat. Donc, ils ont mis des millions de dollars à risque, parce que si on n'avait pas de contrat à la fin, ben, ils mettaient tout à la poubelle. Nous, pareil, on a mis des millions de dollars à risque, juste du fait qu'à cause de la pandémie, on ne pouvait pas se permettre de perdre un seul jour, vu les morts qu'on avait au printemps et puis potentiellement l'accélération de la pandémie. Moi, j'ai toujours eu peur de l'hiver qui arrive, là. Et de la seconde vague. Chaque fois qu'il y a eu un virus nouveau, il y a eu une seconde vague qui arrive chaque fois avec l'automne et l'hiver, parce que les gens passent plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, la course a toujours été contre la montre, de dire est-ce qu'on peut aider à ce que la seconde vague ne ressemble pas à la seconde vague de la grippe espagnole, qui a été terrible. Et donc, c'est ça qui était vraiment important pour nous, la collaboration. Mais on n'a eu aucune pression d'aucun gouvernement. Et d'ailleurs, l'industrie a signé, donc les 6 fabricants, donc des 2 premières vagues de vaccins ont signé, tous les directeurs généraux, une lettre qu'on a mis dans tous les grands quotidiens anglo-saxons, disant qu'on s'engageait tous à ne rien soumettre aux agences réglementaires, parce que c'est nous qui avons toutes les données, hein. Ce n'est pas les agences réglementaires. Hein. Les agences réglementaires, elles sont là pour vérifier à la fin et approuver les produits. Mais si nous, on ne soumet rien, il n'y a rien à approuver. Hein. Et donc, que les sociétés ne soumettraient aucune donnée pour les vaccins, tant qu'on n'aurait pas l'efficacité des vaccins déterminée de manière scientifique rigoureuse, ni les données de sécurité sur les vaccins. Donc, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a jamais coupé aucun angle quant à la sécurité du développement des vaccins. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris énormément de risques de business et en fait de risques d'argent. Alors, on a une autre question du public. Bonsoir, merci d'abord de votre présentation. J'ai 2 questions à vous poser. La première concerne le prix du vaccin. Donc, est-ce que vous avez une idée du prix final du vaccin? Et la deuxième question, elle est moins technique, elle est plus, disons, personnelle. Comment vous vivez au quotidien depuis janvier dernier cette course pour avoir le vaccin contre le Covid? Merci. Oui, alors le prix est autour de $30 pour le vaccin pour la période pandémique. Donc voilà le prix du vaccin. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est généralement le prix d'un vaccin contre la grippe. Le prix des vaccins commercialisés, c'est entre $20 et $200 le vaccin. Et un test, comme vous allez faire un test dans le lait, c'est entre 50 et $100 aussi. Au niveau des 9 derniers mois, donc ça a été assez surréel. Mais j'ai la chance que j'ai une personnalité qui a tendance à vivre dans le futur. Il y a des gens qui vivent dans le passé, d'autres dans le présent, dans le futur. Moi, j'ai toujours ma vie vécu dans le futur. Et ma femme vous dirait que quand il est stressé, il est encore plus focalisé. Et donc, la manière dont je fonctionne, c'est j'ai tendance à, plus je suis focalisé, plus à oublier tout le reste, quoi. Mon seul focus a été comment est-ce qu'on amène un vaccin le plus vite possible sans faire d'erreur au niveau, bien sûr, de la sécurité des participants d'études cliniques. Comment est-ce qu'on construit l'outil industriel? Parce que je sais que chaque jour, c'est des milliers de morts à travers le monde, quoi. Donc, littéralement, chaque jour compte. Les équipes ont fait un travail extraordinaire.
le nombre de fois où des équipes ont travaillé 24 heures, 27 heures, 30 heures d'affilée parce qu'il fallait pouvoir faire un truc pour donner à une autre équipe le passer du bâton. Tout le monde a bossé depuis janvier, 7 jours sur 7. Des jours, on commence les meetings et quelqu'un dans la réunion dit c'est quel jour aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est samedi ou mercredi, de quel jour. Alors effectivement, c'est énormément de pression sur tout le monde. Je vous dirais, je n'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Je ne suis pas difficile à me plaindre, mais 7 mois à tirer tout le temps, ça devient un peu compliqué. Mais je veux dire, c'est comme dans chaque crise, vous avez l'adrénaline de la situation. Je suis sûr que le jour où on va lancer le vaccin, si on arrive bien sûr à lancer le vaccin, certains d'entre nous vont aller dormir pendant une semaine, sans littéralement se réveiller, juste de la libération psychologique d'y être arrivé. Mais ça a été très compliqué de par effectivement l'exploit que c'est, de par ce qui a été réalisé par les équipes. Et en même temps, je dirais, extrêmement énergisant pour toutes les équipes. On est dans ce métier pour faire des médicaments pour aider les gens. On n'a jamais eu un produit dans les 23 produits Moderna qui est tellement, comme je dis en anglais, on mission. Littéralement, chaque jour, on peut, de par notre collaboration, notre créativité, réduire d'un jour la disponibilité du vaccin. C'est des milliers de personnes qu'on va sauver, c'est des dizaines de milliers d'hospitalisations. En plus, maintenant, avec il y a non seulement la crise sanitaire, mais il y a la crise économique derrière. Le nombre de gens qui ont perdu leur job et qui vont continuer à perdre leur job parce qu'il y a plein d'industries qui, tant qu'il n'y a pas un vaccin, regardez juste les hôtels, le transport, etc., l'aéronautique, où ça va, les 6 prochains mois vont être compliqués, quoi. Donc, c'est des millions et des millions de familles impactées. Donc, si vous voulez, il y a une charge psychologique importante, mais qui, en tout cas, j'ai la chance, au lieu de me paralyser, au contraire, me focalise à fond. Ça doit être l'année où c'est notre meilleure performance de notre carrière, sans doute pour nous tous dans les équipes. Alors, je pense que nous vous sommes tous reconnaissants et vous remercions pour votre investissement personnel. On a une question d'un alumni ou d'un téléspectateur, il me semble. Oui, effectivement, on a la question d'un ancien centralien, Guillaume Perrin, qui vous salue tout d'abord et qui vous demande comment analysez-vous les controverses croissantes autour de la question vaccinale, puisque de plus en plus de personnes refusent d'être vaccinées. Les effets secondaires sur une vaccination à l'échelle mondiale mis en place dans des temps records seront sans doute très scrutés. Cela impacte-t-il votre méthode de développement / communication ? Alors effectivement, il y avait déjà depuis des années des groupements à travers le monde, ce qu'on appelle les anti-vaxxeurs, qui sont basés certaines sur, je pense, des mauvaises conceptions ou compréhensions de certains aspects de la science. Il est vrai que l'industrie pharmaceutique, ces dernières années, a rajouté des trucs pas top dans les vaccins pour augmenter l'efficacité dans des adjuvants. Dans notre vaccin, il n'y a aucun adjuvant. Donc, c'est un sujet vraiment important. C'est une des raisons pour laquelle on a publié notre protocole, ce qui n'avait jamais été fait dans l'industrie pharma. Et on était la première boîte, la petite boîte, et on l'a publié à 8h du matin et vers 13h ou 15h, Pfizer a mis le sien sur Internet et 3 jours après AstraZeneca. Et on l'a fait exprès pour que tout le monde le fasse. Il y aura un énorme suivi des personnes vaccinées. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler sur quelle est l'approche à faire au niveau communication. J'ai eu même la question récemment, est-ce que vous serez vacciné? Alors, comme j'ai répondu, je serai le premier sur la ligne. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit légalement d'être vacciné, sinon je serais déjà vacciné. Mais je n'ai pas le droit légalement d'être vacciné parce qu'aux États-Unis, entre autres, dans la législation américaine, pour s'assurer que les gens qui travaillent dans les sociétés ne falsifient pas ou ne rapportent pas des effets secondaires qu'ils auraient parce qu'ils sont bien sûr payés par la société, ils ont un intérêt bien sûr financier dans le succès du produit. Donc, c'est interdit. Sauf quand vous avez une maladie très grave et s'il n'y a qu'un produit de votre société, il y a des dérogations spéciales disponibles. Mais donc, pour le cas d'un vaccin, personne chez Moderna n'a été vacciné ou n'a le droit de participer dans les études cliniques. Mais moi, je suis le premier sur la ligne, j'aurai ma femme juste derrière et ma fille qui a 18 ans juste derrière. La Pichoun qui a 16 ans n'aura pas le droit d'être vaccinée. Et elle fait déjà la gueule. Je vais être vacciné moi aussi. Donc, je pense qu'on fera pas mal de trucs pour essayer de rassurer les gens sur le fait que toutes les équipes qui ont été proches du vaccin y croient.
Je sais que le docteur Fauci aux États-Unis a déjà dit qu'il serait aussi premier en ligne à se faire vacciner et qu'il serait vacciné à la télé pour que les gens sachent qu'il s'est vacciné. Donc, je pense que ça sera compliqué. Je pense que toutes les fake news et toutes les conneries qui circulent sur les réseaux sociaux n'aident pas du tout, évidemment. Et bien sûr, la politisation qui a eu lieu dans beaucoup de pays, et puis la course contre le virus, je viens du cas d'ici la Russie qui approuve un vaccin après une phase 1 sur 50 personnes et dit on a un vaccin et puis on va l'approuver puis en même temps on fera le reste des études cliniques. C'est une idée qui ne nous aurait même pas croisé la tête de faire. Bien sûr, personne ne sont autorisé à le faire en Occident et nous on aurait pensé que c'était une folie. Donc il y a cet aspect aussi, je dirais, entre la Russie, la Chine, parce que beaucoup de pays réalisent que les premiers pays qui auront un vaccin, bien sûr, auront un énorme impact économique, et aussi l'aspect fierté, etc. Il y a des sociétés chinoises qui ont commencé à vacciner tous leurs employés, du personnel soignant, du corps médical avant approbation. Donc, c'est assez compliqué, et on va faire notre maximum avec les autorités pour s'assurer que les gens réalisent que les vaccins ont été développés totalement dans le même processus, avec les mêmes règles d'éthique et scientifiques que les autres vaccins. Et suite à l'approbation, nous, on sera obligés, et c'est bien, de faire en fait un suivi très, très serré, ce qui souvent s'appelle des phases 4 dans l'industrie. Quand vous avez des produits approuvés rapidement, de faire en fait, la société s'engage légalement à faire un suivi très proche des gens, de façon à ce que quand vous passez de 30 000 personnes à 100 000 personnes à 1 million de personnes, s'il y avait un signal de sécurité qui apparaît, qui n'est pas été présenté par l'étude clinique, de pouvoir le voir tout de suite pour pouvoir arrêter les vaccinations. C'est toujours ce problème-là, c'est-à-dire si vous voulez des données scientifiques parfaites de 10 ans de recul de sécurité, il faut attendre 10 ans. Il n'y a pas de miracle. Et donc, c'est une question de risk-reward. C'est bien sûr une décision personnelle pour tout le monde, mais c'est aussi un impact sur les autres, sur des maladies infectieuses. Donc, se vacciner, c'est se protéger soi, mais c'est protéger aussi les gens qui sont autour de nous. La raison que beaucoup d'entre vous dans l'amphi ont un masque, vous savez, moi j'avais le mien en rentrant ici, c'est pas pour vous protéger. Sans doute à votre âge et votre état de santé, vous serez asymptomatique si vous aviez le virus ou peu de signes de maladie, mais c'est pour protéger les personnes à risque. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est ce trade-off qui est vraiment insolvable. Si vous voulez 5 ans de recul sur les vaccins, il faut attendre 5 ans. Alors, il me semble qu'on a une autre question du public. S'il vous plaît, vous parlez beaucoup du fait que ça va marcher, mais comment est-ce que vous faites du point de vue économique, la gestion des risques? C'est-à-dire que vous avez levé beaucoup de fonds sur un vaccin que vous n'êtes pas encore sûr de vendre, qui ne va pas forcément marcher, que vous n'allez pas forcément réussir à produire, et sachant que, non mais je vois du point de vue vraiment économique, et sachant que votre entreprise, vous l'avez décrit, au début elle s'est un peu stabilisée parce que vous avez commencé à faire des choses, et comment ça se passe? Est-ce que vous avez un plan B? Comment est-ce que vous faites pour calculer les risques? Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Et qu'est-ce qui se passe si ça marche? J'imagine que vous avez réfléchi à tout ça, du coup, je me demande. Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, je dirais welcome to biotech. Alors, c'est dans une version, bien sûr, accélérée en termes de temps et une version plus grande en termes des montants à risque. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que le gouvernement américain, via cette agence BARDA, nous a donné 900 millions de dollars de bourse pour le développement clinique du vaccin. Donc, nous, en fait, Moderna, on a payé la phase 2. Donc, on a à peu près 20 millions de dollars d'essais cliniques jusqu'à maintenant. Tout le reste a été payé par le contribuable américain. Alors, bien sûr, ça va être un avantage pour le monde entier, parce que c'est des données qui vont être utilisées pour l'agence européenne, et l'agence anglaise, et l'agence suisse, etc., etc. Au niveau industriel, comme je vous ai dit, on a levé 1,3 milliard au printemps. Et c'est écrit en caractère gros sur le truc, c'est que tous les fonds allaient être destinés à fabriquer à risque des vaccins. Et c'était le grand pari. Mais l'alternative était intenable. L'alternative, c'était d'attendre le lancement. En tout cas, si vous voulez attendre de construire l'outil industriel. Et ça aurait été au niveau santé publique. Et c'est l'aspect, moi, que j'aime bien, je suis dans ces métiers de la santé, c'est qu'il y a un aspect humain fort, en plus de l'aspect industriel et économique. Donc, ça rend les problèmes plus compliqués à résoudre, ce qui est plus fun.
le drame, ça aurait été le vaccin est approuvé, on va dire, fin d'année, début d'année prochaine. Et vous voyez sur TF1 annoncer qu'il va falloir attendre 1 an pour avoir les premiers flacons disponibles. Et c'est exactement ça qu'on a dit, c'est pas possible humainement. Et à la fin, on a dit c'est que de l'argent. Donc, encore une fois, on a été hyper transparent avec nos investisseurs. L'État américain, dans sa commande de 100 millions de doses, nous paye une avance de 600 millions de dollars non remboursables. C'est-à-dire que si le vaccin échoue, on n'a pas besoin de rembourser les 600 millions de dollars d'avance sur la livraison. Le coût total, c'est 1,6 milliard donc pour l'achat, ou 1,9 milliard, pardon, pour l'achat des 100 millions de doses. Donc, si vous voulez, on a essayé de mettre plusieurs techniques en place pour réduire le coût financier en cas d'échec. Ce qui est bien, c'est que bien sûr, plus on a avancé, plus on avait de données qui nous permettaient de croire que le risque était réduit. Le risque qui me reste aujourd'hui, c'est un problème de sécurité qu'on n'a pas encore vu. On a 26 000 personnes dosées, il m'en reste encore 4 000. On n'a pas encore vu qu'il peut arriver dans les dernières 4 000 personnes. Ça peut arriver jusqu'à la dernière personne, évidemment, d'un effet secondaire très rare qu'on n'a pas encore vu. Donc, ça, c'est un risque qui existe encore. Le risque de l'efficacité, je pense qu'il est faible, étant donné qu'on a le vaccin, et j'espère surtout qu'il est faible, parce que, étant donné qu'on a le vaccin qui a le plus haut d'anticorps neutralisant après les phases 1, si on échoue parce qu'on n'arrive pas capable de faire 50% d'efficacité sur le vaccin, ça veut dire sans doute que tous les autres vaccins vont échouer aussi. Parce que l'FDA était très clair, c'est 50% minimum d'efficacité ou pas d'approbation. Donc, si vous voulez, on a, à longueur de temps, réétudié tout ça. Alors, et on a augmenté les investissements avec le temps. Et donc, plus on avançait, plus on avait d'informations, plus l'investissement a grandi. Et on a beaucoup aidé donc, la bourse américaine, le prépaiement des États-Unis, le prépaiement de certains pays. Il y a certains pays, quand on leur a expliqué notre besoin de financement, parce qu'on n'est pas Sanofi ou Pfizer avec 10 milliards de cash sur le bilan, nous ont payé à leur discrétion 100% en avance. C'est qu'on leur a expliqué le problème, et on comprend, on veut vraiment l'accès à votre vaccin, on vous paye 100%, et ils ont fait un virement de 100% du montant des vaccins à la commande. Parce qu'on leur a dit, cet argent-là, on va s'en servir pour faire des vaccins pour d'autres pays, quoi. Donc, on a eu 2-3 pays qui ont été super pour nous aider justement dans cette course contre le vaccin. Donc, ça a été un peu compliqué au démarrage, mais encore une fois, on n'a pas en janvier décidé de mettre 2 milliards sur la table qui était perdu dès le démarrage. Plus ça avançait, plus les montants ont augmenté. Donc, on croise les doigts pour la dernière ligne droite. Et c'est la biotech, hein. Alors, on a encore d'autres questions du public. Bonsoir. Bonsoir. C'était une question assez simple pour revenir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez l'air d'avoir une plutôt bonne éthique de travail par rapport à comment vous allez vendre le produit, etc. Mais comment vous faites pour avoir du poids au niveau des gouvernements pour que eux vous écoutent et acceptent vos conditions? En termes de quantité ou en termes de qui va avoir le vaccin? Les deux. En termes de quantité par rapport à vos ventes, mais ça, je pense que vous avez plutôt la main là-dessus. Mais en termes de qui va avoir le vaccin, j'ai l'impression que c'est peut-être plus compliqué. Oui, alors effectivement, en termes de quantité, c'est simple parce que je leur dis je vous vends 20% maximum. Donc, s'ils me commandent 21%, je leur donne un contrat à 20%. Et tout le monde a été raisonnable parce qu'ils comprennent au niveau éthique ce qu'on essaie de faire. Au niveau de distribution, j'ai zéro contrôle. Donc, si effectivement un pays décide les 20% de vaccins Moderna qu'ils ont achetés de le donner à leurs copains avant de le donner aux personnes âgées et de le vendre 3 fois le prix qu'ils l'ont acheté au lieu de donner aux personnes qui peuvent le payer en cash au lieu que ce soit les systèmes de sécu, c'est la cata. Et ça, j'ai bien sûr aucun contrôle. Aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, ils ont annoncé que quand ils ont acheté les vaccins, que de chaque société qu'ils ont acheté, qu'ils les fourniraient gratuitement à tous les Américains qui souhaitent une vaccination, donc il sera gratuit aux États-Unis. Donc, c'est vraiment pays par pays et la distribution, c'est à la discrétion des pays des autorités des autorités de santé. Parce que bien sûr, moi, je suis incapable en tant que société de savoir si c'est l'hôpital à Paris, à Marseille, à Nantes qui a besoin d'avoir du premier lot de flacons et le second lot qui arrive la semaine prochaine, il va à tel groupe. On est incapable de prendre ce type de décision en termes de société privée, évidemment. Surtout sur 40 ou 50 pays, quoi. Alors justement, les enjeux sont tellement énormes, votre carnet de commandes est déjà bien rempli, tous les regards sont rivés sur Moderna.
Donc, est-ce que vous n'avez pas peur que l'issue de cette recherche de vaccin scelle le destin de Moderna pour les années à venir, en cas d'un échec, justement, par exemple? Alors ça, c'est un risque qu'on avait toujours sur le premier produit. Alors avant le Covid, le premier produit, c'était un vaccin contre le CMV, le cytomégalovirus, qui est le virus qui est la cause du plus grand nombre de déformations à la naissance. Si une maman qui est négative au CMV est infectée par un CMV pendant la grossesse, elle le transmettra à son bébé avec des conséquences dramatiques. C'était notre premier produit. Il fallait toujours un premier produit, donc on savait que comme c'est une plateforme, la société, que l'échec du premier produit, en tout cas le produit le plus avancé, aurait une répercussion sur les autres produits. Il est dur de savoir, selon la nature de l'échec, ou la cause, pardon, de l'échec, est-ce que c'est une répercussion qui est réelle ou est-ce que c'est une répercussion sur la perception, qui bien sûr peut avoir un impact énorme, entre autres, sur nos capacités de recruter, de faire des études cliniques, le prix de l'action, etc., etc., etc. Mais sans savoir quelle est la raison de l'échec, c'est dur de savoir si la conséquence sur l'entreprise pourrait être fatale ou importante ou passagère. Alors, on va passer à une question d'un téléspectateur. Oui, on a une question de Laure Duhamel qui vous demande « Pensez-vous que la situation actuelle va remettre en question les modalités d'entrée sur le marché des médicaments et vaccins et amener à adopter une réglementation plus agile ?» Alors, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que ce qui s'est passé va amener les autorités comme les industriels à réinventer comment, en tout cas, les vaccins sont développés. C'est une histoire de gestion de risque beaucoup, parce que comme je disais tout à l'heure, on a pris beaucoup de risques financiers. Par exemple, ce qu'on a fait, qu'on n'aurait jamais fait pour un vaccin traditionnel, justement pour gérer le risque, qui était la question que le monsieur a posée au fond de la salle il y a 2 minutes, c'est qu'en temps traditionnel, vous faites votre phase 1, vous avez d'abord la sécurité, après vous avez les niveaux d'anticorps. Quand vous avez ces données-là, vous appelez des experts externes pour vous aider à regarder les données. Vous allez voir la FDA, vous allez vous mettre d'accord sur le design de la phase 2. Et quand vous êtes d'accord avec la FDA, vous allez produire votre lot de phase 2. Et ça prend des mois et des mois et des mois. Qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? Alors que la phase 1 n'avait pas démarré, à doser des hommes et des femmes à Seattle, on est allé voir la FDA, on leur a dit voici le design de la phase 2, est-ce que vous êtes d'accord? Ils nous ont dit on est d'accord. On dit on va démarrer la phase 2 avec votre accord quand on a les données de sécurité de la phase 1. On ne va pas attendre les données d'anticorps. Si on a la sécurité, c'est donc on pense qu'on ne prendra pas de risque de sécurité sur les gens de la phase 2, mais ça sera peut-être du temps perdu et de l'argent perdu, parce qu'il faut bien sûr payer cette étude de phase 2, ça vous coûte 20 à 30 millions de dollars. Il faut payer le matériel. Et dès qu'on a eu le OK, avant qu'on ait eu le OK, on a commencé à fabriquer le matériel parce que le matériel devenait le chemin critique du démarrage de la phase 2. Donc, on a démarré à fabriquer le matériel de la phase 2 alors qu'on n'est pas démarré de doser la phase 1. On n'est pas le retour de la FDA. Et on a mis de l'argent dans la société, je crois qu'on a mis à l'époque 5 ou 6 millions de dollars à risque, justement parce qu'on a réalisé que ça nous a économisé 1 mois sur le lancement du produit. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait refaire plus fréquemment, mais elles augmenteraient les risques de développement des vaccins. Je pense qu'il y a pas mal d'autres aspects sur lesquels, effectivement, les affaires réglementaires auront des idées nouvelles pour comment développer des produits de manière plus souple, tout en gardant la même barre en termes de sécurité, ce qui est vraiment, bien sûr, super important. Alors, nous allons passer à une dernière question, et pour ça, parler un peu d'avenir, puisque vous aimez vivre dans le futur. Plaçons-nous dans un contexte favorable, le vaccin Moderna fonctionne, la population mondiale est vaccinée, mais entre-temps, vous avez quand même multiplié par 1000 votre capacité de production, vous avez recruté énormément. Quels sont les projets futurs pour Moderna? Oui, alors, on a annoncé la semaine dernière, on a fait notre journée R&D annuelle. On a annoncé qu'on a lancé plein d'autres vaccins. Aujourd'hui, Moderna a 7 vaccins en clinique qui sont tous des vaccins innovants, c'est-à-dire c'est des vaccins contre des virus sur lesquels il n'existe aucun vaccin disponible sur le marché. Je parlais du CMV ou le cytomégalovirus il y a quelques minutes. Donc, on va faire encore plus de vaccins. On a présenté récemment à notre journée scientifique qui a lieu au printemps un vaccin contre le VIH qui a l'air extrêmement innovant,
qui va bientôt partir en clinique aussi. Donc, je pense qu'au niveau vaccin, moi, j'aimerais avoir 10, 15, 20 vaccins nouveaux, innovants en développement. Il faut voir aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, depuis 1980, les scientifiques à travers le monde ont découvert 82 virus qui créent des maladies chez les hommes. Il y a sur le marché aujourd'hui des vaccins contre 2 virus sur les 82. Donc, il y a un énorme boulot à faire au niveau vaccin. Je pense que Moderna peut devenir, si le vaccin Covid lance, la plus grosse société de vaccins du monde à l'horizon 10-15 ans, plus gros qu'un Sanofi ou qu'un Pfizer ou qu'un GSK ou qu'un Merck sur les vaccins. On a aussi beaucoup de projets en oncologie. On a des projets maladies auto-immunitaires. Et les maladies auto-immunitaires, il y en a tellement qu'il y a à boire et à manger pendant 20 ans de recherche. Donc, je pense que ce sera une accélération très importante de la société parce que ce qui nous a limité jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'avait pas assez de ressources financières. On a un outil industriel super, on a une technologie et la qualité de la science qui est faite dans les labos rend super. Le goulot d'étranglement, depuis 9 ans qu'on a monté la société, a toujours été, on n'a pas assez de cash, bien qu'on a récemment été bien financé ces dernières années, mais on n'a toujours pas assez de cash parce que comme on n'était pas indépendant financièrement, parce qu'on perd de l'argent tous les jours, on a toujours gardé du cash pour gérer la distance. C'est que moi, j'ai toujours, pour gérer le risque financier, j'ai toujours voulu avoir 2 à 3 ans de cash sur le bilan, histoire que si on a une crise financière du style 2008-2009 ou un problème technique et clinique, que la société ne soit pas au bord de la faillite 6 mois après, parce qu'on est incapable de relever des capitaux. Parce qu'encore une fois, ce que je reviens là où j'ai démarré, c'est que si un médicament est approuvé, cette société aura des dizaines et des dizaines et des dizaines de médicaments approuvés. Donc, avec un impact énorme sur la santé publique mondiale. Donc, d'échouer ce projet-là parce qu'on a été trop gourmand en termes de dilution ou pas raisonnable sur gérer le risque financier, ça n'a jamais fait de sens pour moi. Donc, Moderna a le potentiel, si elle devient commerciale l'année prochaine avec le lancement du Covid, en fait, d'être dans une position d'indépendance financière par rapport au marché financier. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, au lieu d'avoir 23 produits, est-ce qu'on peut avoir 40 ou 50 produits en développement clinique à 12, 24 mois? C'est totalement possible. On a tout ce qu'il faut, les équipes, l'outil industriel. Il nous manque juste un peu plus d'argent. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta présence. Merci. Et nous souhaitons bien évidemment le meilleur à Moderna et à toi. Et merci également au public pour toutes vos questions en ligne et aussi dans le théâtre. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Et bonne année scolaire à tous les étudiants. Merci beaucoup. Au revoir.